de sorte qu'aucune menace ne puisse venir perturber la stabilité de nos concitoyens, mais également des étrangers qui vivent dans ce pays. Le risque politique n'existe pas au Sénégal, mais il est l'un des rares parce que souvent à l'approche d'élections, c'est les rares moments où il y a quand même des remous au Sénégal et un peu d'instabilité. Je l'ai dit et je le redis, le Sénégal n'a pas de problème politique, puisque ces remous ont jusqu'à présent été relativement contenus, ont permis de continuer à avoir des alternances démocratiques au Sénégal, ce qui peut paraître un exploit dans le contexte que nous connaissons en Afrique généralement. Donc il n'y a pas de risque politique. Et la seule priorité du Sénégal, comme je l'ai dit l'autre jour, doit être économique. Le président de la République l'a rappelé lors de son interview du 3 avril, je crois. Il a été le premier à dire en langue wolof que le Sénégal n'a pas de problème politique majeur. Et je l'ai redit dernièrement lors du lancement d'un programme de financement des jeunes et des femmes. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on n'anticipera pas, parce que le climat politique, ce n'est pas un long fleuve dressé pour le sommeil, comme on dit. Toutes les nations ont besoin de se réinventer régulièrement et progressivement. Et c'est ce qui a justifié certainement que le président ait convoqué un dialogue politique, parce que dans notre entendement, il n'est plus question que les élections soient des facteurs de tension dans ce pays. Nous allons avoir désormais des élections les plus transparentes, les plus libres, les plus inclusives, avec des autorités totalement autonomes pour être équidistantes et pouvoir arbitrer dans la plus grande transparence les joutes politiques. Les risques de gouvernance, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le ministre d'État l'a rappelé aujourd'hui, c'est le fondement de notre combat politique. À la limite, lorsque nous avons démarré notre action politique, d'aucuns nous considéraient comme des lanceurs d'alerte. Nous avons été les premiers à poser un certain nombre de débats sur la fiscalité, sur la gestion des ressources naturelles, le pétrole, le gaz, sur beaucoup d'autres aspects, les marchés publics. Et c'est pourquoi cette problématique reste au cœur de notre action aujourd'hui. Elle ne se déroule pas sous la forme, comme certains ont voulu le dire, d'une traque à l'opposant ou d'un règlement de compte. Il n'y a pas de compte à régler ici. C'est simplement une exigence à la fois étatique, administrative, mais également simplement citoyenne, une forte demande que ceux qui ont eu à gérer, à exercer les responsabilités publiques puissent rendre compte, et ça se passe comme ça dans tout pays qui se respecte. Nous qui sommes aujourd'hui dans cet exercice, nous serons évalués, même avant la fin de notre mandat, après la fin des mandats, le même exercice continuera à être livré et les conclusions seront traitées de la même manière. Un pays ne se gère pas dans l'opacité et le bien public doit revenir au public et non pas à des intérêts privés. Et nous continuons à dire ce qui a fondé la création de notre parti, le travail, parce que c'est le patriotisme d'abord, le travail et l'éthique continuent à être au cœur de notre action gouvernementale. J'ai parlé tout à l'heure de l'héritage financier qui, en soi, parce que nous aurions décollé depuis longtemps si on n'avait pas trouvé cette situation dont nous avons hérité. Mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Les problèmes sont là pour être surmontés, surtout quand vous avez bénéficié d'un mandat du peuple sénégalais. Les défis. Nous avons énormément de défis et le défi globalement du climat des affaires, qui est déjà très bon, il faut qu'on le dise, mais il faut qu'il évolue. Et c'est pourquoi nous allons impulser un certain nombre de réformes. La réforme du Code général des impôts, pour la première fois, comme l'a rappelé M. Lam, elle est impulsée à partir de ce niveau politique. Parce que pour nous, les réformes doivent s'inspirer d'une vision politique. L'aspect technique vient en apprend. Et c'est pourquoi
nous allons nous-mêmes superviser toutes les réformes. La réforme du Code général des impôts, qui est une réforme importante, celle du Code des douanes, parce que tout à l'heure, monsieur le représentant du patronat a parlé des aspects répressifs du code, des codes, mais il n'a pas parlé des aspects permissifs également de ces mêmes codes. Et c'est pourquoi il faut qu'on revoie beaucoup de choses. Le DG de l'APIX a dit que le secteur privé ne demande plus des exonérations, en tout cas sous certains formats. Je suis tout à fait d'accord, parce que ce pays a eu également, c'est vrai, des codes assez permissifs qui permettaient d'arrêter à tour de bras, par exemple, assez répressifs du moins, mais également a eu des codes très permissifs qui nous ont fait perdre énormément. Vous ne pouvez pas imaginer que dans des secteurs productifs, extractifs, tels que les secteurs miniers, les cimenteries, etc., qu'en phase d'exploitation, sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, les entreprises puissent continuer à bénéficier d'exonération. C'est des centaines de milliards qui ont été compromis et qui auraient pu valablement renforcer les capacités d'action de l'État. La réforme foncière, qui me semble être l'une des plus importantes et dont on parle très peu. Et nous allons, évidemment, nous sommes en train de figer les termes de référence. Je crois que pour les acteurs privés, le régime foncier est évidemment extrêmement important, en ce que ça permet la possession, ça permet également de pouvoir traiter avec des institutions financières. La territorialisation des politiques publiques. Ce qui a été présenté ici à l'APIX ne sort pas du triangle Dakar-Mbour-Thiès en réalité, qui peut-être fait moins de 5% du territoire national. Beaucoup de choses ont été faites, mais sont restées concentrées dans presque la presqu'île du Cap-Vert et un peu sur la région de Thiès. Évidemment, notre préoccupation, c'est de pouvoir beaucoup plus travailler à la territorialisation pour pouvoir figer les populations chez elles et mettre un terme à l'exode rural, mais surtout créer les conditions de l'épanouissement des Sénégalais là où ils sont et mettre les éléments là où la production se fait réellement. La production agricole, la production minière, la production... Je crois que dans les statistiques, il était établi que théoriquement, le pôle, sur les 8 pôles, le pôle qui avait théoriquement le PIB par d'habitants le plus élevé, c'est le pôle sud-est, à cause des secteurs extractifs, le secteur minier et la faible densité au kilomètre carré. Mais en réalité, c'est le pôle le plus pauvre du Sénégal. Le plus fort taux de pauvreté du Sénégal se trouve dans ce pôle. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et la territorialisation, couplée à nos options très fermes de maintenir la production au Sénégal. Production, extraction agricole ou toute autre production halieutique, mais de pouvoir transformer ici, dans ce pays. Cette option, elle est irrévocable. Nous sommes très ouverts et nous continuons à appeler nos partenaires, comme l'a dit tantôt l'un des présentateurs, le Sénégal n'est qu'une porte d'entrée et une porte de sortie également. Parce que comme on l'a dit, nous sommes à 6 à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen, mais c'est une porte d'entrée sur un marché de 400 millions d'habitants, le marché de la CEDEAO. Et c'est pourquoi nous avons besoin des investisseurs. Au-delà de ce que peuvent faire les nationaux, qui auront tout notre soutien, nous avons besoin des investisseurs étrangers. Mais ce dont nous avons besoin désormais, c'est de capitaux et de technologies. Ce n'est pas de prendre les matières brutes et de les exporter, de les sortir du pays. Nous avons besoin de capitaux, nous avons besoin de technologies pour pouvoir transformer localement, distribuer dans le marché africain, mais pouvoir distribuer également à travers le monde. Toutes ces réformes sont importantes, nous y travaillons. La stabilité sociale dont a parlé tout à l'heure le représentant du patronat, ça a été un chantier que nous avons pris sur nous et sur commande du président de la République, ce qui a abouti à la signature le 1er mai du pacte de stabilité sociale. Nous allons, dans la transparence, avec nos partenaires, continuer à travailler à renforcer cette stabilité. Le Sénégal est un pays démocratique, où les opinions s'expriment, où les droits et libertés s'expriment également. Et parmi ces libertés, il y a la liberté syndicale, qui fait que nous devons beaucoup travailler avec les partenaires pour asseoir cette stabilité.
J'ai parlé de la stabilité politique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une urgence, mais c'est justement